Que penser de l'exigence de cette psychanalysante, de cette femme, qui cherche désespérément à être la seule, l'entière, l'exclusive, et qui ne cesse de vouloir être reconnue comme étant la plus aimée par rapport à la mère de son conjoint? Elle évoque cette tension impossible entre vouloir être la seule et être en même temps le support de l'objet du désir de son conjoint. Être à la fois une exclusivité incarnée et en même temps l'objet du désir. Comment est-ce possible, ne cesse-t-elle de demander, sans vouloir vraiment y répondre? Alors il y a ceux qui passent leur existence à tenter de conjoindre amour et désir sans jamais y parvenir. Il peut aussi y avoir ces êtres qui ne peuvent accéder à la vie sexuelle qu'à la condition qu'elle soit soutenue par une passion amoureuse impossible. Impossible pour ceux qui considèrent que l'amour c'est une histoire d'unité. Cela s'ouvre parce qu'ils ne connaissent pas l'amour, celui qui condamne à apprendre sans cesse de l'autre, sans le rencontrer jamais entièrement, en conservant cette position de tâtonnement. Le vrai amour serait alors celui qui accepterait le jeu que représente sa propre limite. Accepter que l'autre soit différent et seul, un autre seul et insaisissable, mais aimé. Un amour qui n'unifie pas mais qui subjective davantage en maintenant du deux. Voilà sûrement ce que cherchent à éviter ceux qui, comme cette psychanalysante, se persuadent qu'à eux seuls ils sont complets, qu'ils n'ont pas besoin des autres. Cela souffre de décider, de l'illusion d'autosuffisance, ils souffrent de tirer toutes les ficelles de leur vie, mais ceux-là ne connaissent alors de l'amour, ni ses dangers, ni ses plaisirs. Et je dis danger ici parce qu'aimer peut en devenir un. Pour aimer, il faut que l'être s'avoue son manque. Il doit reconnaître et accepter avoir besoin de l'autre, supporter que cet autre puisse être manquant, assumer son manque, être symboliquement castré, accepter d'être dans une position d'incomplétude. Ce psychanalysant qui explique cette scission dans sa vie entre l'amour et le désir sexuel m'apprend dans ses séances que c'est pour cela qu'il ne peut désirer que des femmes qu'il n'aime pas, afin de retrouver une position virile, une position masculine qu'il a l'impression de mettre de côté, de perdre lorsqu'il aime. Donc l'amour est l'affaire de la psychanalyse en premier lieu parce que nous recevons des êtres qui viennent mettre au travail leur rapport à l'amour, au manque et au désir. La psychanalyse peut dire quelque chose de l'amour aussi parce que la cure elle-même est une traversée dont le levier est l'amour. Je parle du transfert. Cet amour que je disais tout à l'heure factice, mais qui a l'apparence et la force de l'amour vrai. Cet amour que le psychanalysant adresse aux cliniciens. Transfert est une terminologie progressivement introduite entre 1900 et 1909 par Freud et Ferenczi pour désigner un processus constitutif de la cure psychanalytique par lequel les désirs inconscients du psychanalysant, concernant des objets, viennent se répéter dans le cadre de la cure sur la personne du psychanalyste mise en position de ces divers objets. Plus précisément, c'est dans la lettre à Fliss numéro 242 du 16 avril 1900 que Freud mentionne pour la première fois le rôle du transfert dans la psychanalyse. Je commence à comprendre que le caractère apparemment sans fin de la cure est quelque chose de régulier et qui dépend du transfert, dit-il. Freud fait l'expérience de ce transfert dans le cas de Dora. Il constate que le psychanalysant adresse une demande d'amour au psychanalyste et que le fait de ne pas y céder déclenche ce qu'il appelle un transfert négatif. Il dira à ce propos dans la postface de fragments d'une analyse d'hystérie, le transfert, qui est destiné à être le plus grand obstacle à la psychanalyse, devient son plus puissant auxiliaire si on réussit à le deviner chaque fois. Dans le cas de Dora, Freud dit ne pas avoir réussi à se rendre maître à temps du transfert. Et il donne dans ce texte la définition suivante du transfert comme étant des rééditions, des reproductions de motions et fantaisies appelées à être réveillées et rendues conscientes tandis que la psychanalyse avance, s'accompagnement d'un remplacement d'une personne antérieure par la personne du médecin. Freud fait du transfert un élément constitutif et indispensable à la psychanalyse en disant ceci, en contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. Toute orientation de recherche qui reconnaît ces deux faits, il parle du transfert et de la résistance, et les prend comme point de départ de son travail, a le droit de s'appeler psychanalyse, même si elle aboutit à d'autres résultats que les miens. Mais celui qui s'attache à d'autres aspects du problème et s'écarte de ces deux présupposés échappera difficilement aux reproches d'atteinte à la propriété par tentative de contrefaçon s'il persiste à s'appeler psychanalyste. Contrairement à Freud, l'amour de transfert n'est pas uniquement la répétition ou la réactualisation d'émotions affectives éprouvées pendant l'enfance dans le cadre de la cure. Il propose en effet de considérer le transfert comme un amour authentique et entier, dont l'issue est directement déterminée par la position qu'occupe le clinicien. Lacan apporte de nouvelles perspectives à partir de son séminaire consacré à l'identification. Il explique que finalement le transfert est lié au fait que le psychanalysant installe le psychanalyste dans la position de sujet supposé savoir.
évoquant l'idée qu'au départ, l'être aime la personne qui répond à la question du « qui suis-je ». Et je vous invite à ce propos à prendre connaissance du dernier colloque intitulé « L'ignorance ou le savoir inconscient ». C'est cela la mécanique de base du transfert pour Lacan. Aimer celui dont on pense qu'il sait notre propre vérité. L'aimer vraiment parce qu'on croit qu'en l'aimant on obtiendra un savoir sur soi-même. L'aimer en imaginant que cette vérité sera douce, plaisante, alors qu'en fait elle est insupportable et qu'elle est le noyau explicatif de l'organisation symptomatologique qui fait souffrir et qui pousse l'être à appeler le psychanalyste. En 1964, le transfert devient l'un des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse avec l'inconscient, la répétition et la pulsion dans la théorie lacanienne. Le transfert devient alors la scène à partir de laquelle l'inconscient s'acte et se montre. Pour en finir avec les définitions théoriques, je ne peux m'empêcher de citer brièvement Mélanie Klein, qui a soutenu que le transfert a ses origines dans les processus d'amour, de haine, d'agression et de culpabilité qui déterminaient les relations objectales au stade les plus précoces. Autant préciser alors combien il est important de penser la place du transfert, son maniement et son évolution dans la cure.